Bienvenue sur le podcast du site Je bosse en grande distribution. Je suis Jonathan, fondateur du site, et après plusieurs expériences comme chef de rayon et un passage dans le monde des médias, j'ai décidé de faire de Je bosse en grande distribution le rendez-vous de celles et ceux qui vivent le commerce au quotidien. Chaque semaine, je reçois un invité pour parler des nouveaux enjeux passionnants du monde de la grande distribution. On y parle des métiers, de transition numérique ou encore des sujets liés à la RSE. Si vous êtes un auditeur fidèle ou simplement de passage, et si cet épisode vous plaît, pensez à nous laisser une note ou un commentaire sur les plateformes d'écoute comme Apple Podcast ou Spotify, cela nous aide énormément. Place maintenant à l'épisode du jour, bonne écoute. Bonjour David. Bonjour Jonathan. Vous êtes le directeur général France et Belgique pour Piccadilly. Alors Piccadilly, pour résumer en quelques mots, c'est un bar à salade connecté, implanté à la fois en GMS, mais aussi en proxy, dans les universités, dans les hôpitaux, dans les aéroports, sur des aires d'autoroute. Vous allez nous expliquer tout ça dans quelques instants. Alors dans ce podcast, on va parler de Piccadilly, on va parler de l'état du marché et on va parler aussi d'une étude que vous avez menée sur l'accessibilité à une alimentation plus saine. C'est une des missions fortes que vous avez avec Piccadilly. Alors pour commencer David, en quelques mots, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs ? Très bien, écoute, j'ai 47 ans bientôt, 3 enfants, je suis lyonnais d'origine, j'ai fait mes études à Bordeaux, j'ai travaillé à Paris, je vis dans le sud de la France, à côté de Salon de Provence aujourd'hui, et Piccadilly France est basé à Marseille, tu vois, j'ai un peu bougé dans ma vie. J'ai fait une école de commerce, j'ai bossé 15 ans dans des grands groupes, principalement dans des fonctions marketing, et je suis entrepreneur, chef d'entreprise depuis une dizaine d'années. Dans un premier temps dans l'univers des fruits et légumes, et depuis donc 5 ans et demi avec Piccadilly, on va dire plutôt dans l'univers de la restauration et du snacking, sain évidemment. C'est cette expérience dans les fruits et légumes à l'international qui m'a permis de découvrir ce concept en Suède, avec la volonté finalement de créer cette catégorie qui n'existait pas en France, de snacking sain en libre service, avec une forte dimension, une forte connotation végétale, ce qui était évidemment, comme tu le comprends, à ce moment-là, l'univers dans lequel j'évoluais. Voilà, donc on a mis ça en œuvre avec des associés. La boîte a été créée en avril 2017 et aujourd'hui on est plus de 35 collaborateurs. On est en charge du marché français, mais également, effectivement, comme tu l'as dit, de la Belgique et puis très vite, très prochainement, du Luxembourg. Et finalement, en tant que fondateur, j'ai mis en œuvre ce concept et j'ai créé la filiale du groupe qui est d'origine suédoise, comme je l'indiquais, et j'en suis également membre du Codier Group. Alors, pour revenir du coup à ton parcours, quand tu dis tu as travaillé dans les fruits et légumes, c'était quel rôle et quelle entreprise et de quel constat es-tu parti pour te dire je lance Piccadilly ? C'est une bonne question. Alors j'avais rejoint après mes 15 ans dans des grands groupes, mon père qui avait une petite société de marketing services basée à Marseille justement, dans l'univers des fruits et légumes, avec des clients aux États-Unis, un peu partout en Europe. J'ai développé et repris cette activité. J'avais des fonctions à la fois de chef de marque au niveau Europe, je faisais du consulting en développement marketing et commercial. Je faisais également du business development, donc tu vois, assez large, mais finalement j'étais consultant avec plein de partenaires, une vraie dimension internationale hyper intéressante, et l'envie d'apporter de la valeur dans cet univers des fruits et légumes, ce qui pour le coup s'est avéré très compliqué. Et c'est justement dans cette idée de créer de la valeur, pour la GMS notamment en France, en partant du végétal, que l'idée de se lancer dans les bars à salade est arrivée. Et puis, je dirais ensuite, il y avait 2 solutions. Soit on créait un truc ex nihilo, soit on allait chercher un concept qui avait fait ses preuves. On a plutôt choisi l'option 2. Je pense qu'on a eu raison. Alors, on rentre dans le vif du sujet. Piccadilly, c'est quoi ? Alors, ce sont des bars à salade, je l'ai présenté rapidement. En quoi sont-ils connectés ? Ça représente combien de bars implantés en France ? Raconte-nous un peu tout ça. Oui, alors en fait, Piccadilly, c'est à la fois une entreprise, c'est une marque aussi, qui est encore assez récente en France, 5 ans et demi, qui a une quinzaine d'années aujourd'hui dans les pays scandinaves. Et c'est surtout une entreprise food tech. Et pour le coup, dans ce cas-là, la tech, c'est pas du tout galvaudé.
Piccadilly est une société dans laquelle aujourd'hui il y a au moins autant, si ce n'est plus, de gens qui travaillent sur la partie technologique de notre bar que je vais décrire, que finalement de gens à la fois dans les équipes centrales en Suède, dans nos usines, mais aussi dans les équipes locales, dont la mienne en France, qui s'occupent du développement produit. C'est quelque chose de très important qui nous permet aujourd'hui finalement de revendiquer un leadership européen, puisque nous sommes présents dans 7 pays en Europe, donc le marché scandinave, la France et la Belgique sous mon impulsion, mais également l'Allemagne depuis 2017, et un peu plus récemment, depuis un an à peu près, nous sommes même rentrés sur le marché nord-américain. Ah oui. On est actuellement sur la côte Est, dans la région de Washington et de New York. Il y a un gros travail à faire là-bas. Il y a un gros travail à faire et d'ailleurs, ça me permet également, avant de rentrer dans le détail de l'aspect technologique, notamment de notre concept et de notre entreprise, d'indiquer que notre concept justement clé en main de bar à salade permet à la fois de se développer sur des marchés nouveaux. Et en ça, la France est un marché nouveau et était un marché nouveau évidemment en 2017, reste un marché très récent et à gros potentiel de développement. Nous avons actuellement, en France 360 magasins implantés, une quarantaine en Belgique, ce qui fait qu'on est sur à peu près 400 points de vente entre la France et la Belgique. Notre ambition dans les 3 prochaines années, c'est d'être autour de 1000 points de vente. Donc, tu vois, une ambition de croissance très forte. Ouais. Finalement, retrouver le rythme de croissance qu'on avait eu pré-Covid, puisqu'on était passé de 0 à 400 points de vente en 2 ans et demi. Et c'est possible parce qu'on a finalement fait qu'à peine égratigner le potentiel qui existe aujourd'hui en GMS, mais également, et tu les as cités en introduction, dans les circuits qui sont plus de l'ordre de la restauration collective ou la restauration commerciale. Okay, mais je pourrais y revenir. Ouais. Donc, on est capable de rentrer sur des nouveaux marchés qui n'existent pas, mais on arrive également à pénétrer des marchés où finalement le bar à salade dans le supermarché, ça a toujours existé. Tu vas en Allemagne, il y en a C'est ce que j'allais partout. te dire. Ouais. Tu vas aux États-Unis, il y en a partout. Et pourtant, on arrive à prendre des positions. Depuis plusieurs années maintenant, alors il y a eu le Covid au milieu, mais on a un deal exclusif avec Rewe en Allemagne qui nous permet de prendre le lead sur cette catégorie. Et aux États-Unis, on arrive effectivement sur un marché qui n'a pas attendu Piccadilly, et pour autant, on a déjà signé avec 2 enseignes majeures des deals pour des développements nationaux. Et quand on dit national aux États-Unis, on comprend ce que ça veut dire. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on arrive justement à gagner des parts de marché sur des marchés matures? C'est justement cette combinaison à la fois de technologie et puis aussi un vrai savoir-faire sur la partie produit pour finalement délivrer la meilleure exécution possible pour le consommateur. Okay, donc, ce que je te propose, c'est peut-être déjà d'expliquer la technologie et puis on pourra revenir évidemment ensuite sur la partie consommateur parce que je pense qu'elle t'intéresse également. Alors, dis-moi du coup, ouais. Alors, tu parlais de connectivité. Je pense que c'est un des enjeux importants. Comment est-il construit? Donc, en fait, aujourd'hui, les bars à salade Piccadilly sont designés par des ingénieurs en Suède. Donc, en fait, le hardware, si je puis dire, le meuble en tant que tel, avec notamment toute la dimension réfrigération, est un design donc propre à Piccadilly, breveté, d'accord. Et puis à côté de ça, il y a toute la dimension software, c'est-à-dire finalement les logiciels embarqués dans le bar, qui nous permettent en fait de connaître en temps réel l'ensemble des produits qui sont dans les bars, dans les 2000 bars à salade qui sont implantés en France en Europe, et aux États-Unis, mais également de connaître toute la traçabilité donc du champ à l'assiette. Donc en temps réel, on sait exactement quels sont les produits, d'où ils viennent, quel est leur DLC total, quelle est la DLC après ouverture des barquettes dans le bar à salade. Ça nous permet également de connaître les températures des bars à salade, la température autour du bar dans le magasin, mais également la température dans la zone de vente, mais aussi les zones de stockage sous le bar.
Et ça nous permet enfin d'avoir finalement une information sur le niveau de rotation des barquettes qui sont mises dans le bar à salade. Donc si on n'est pas capable de savoir exactement ce que les consommateurs vont consommer de façon précise dans chaque bol qu'ils vont se faire, en revanche, on peut quand même affiner la sélection d'assortiments et travailler sur le meilleur planogramme possible pour garantir à la fois volume et rentabilité au magasin. Cette notion d'hygiène, de traçabilité, c'est un des freins justement d'un déploiement, on va dire, à très large échelle pour de la GMS qui ont un peu peur justement des répercussions. Vous êtes les seuls finalement à garantir cette traçabilité et ce non-risque alimentaire en quelque sorte. Alors c'est extrêmement important, en effet, la sécurité alimentaire, c'est un des points majeurs sur lesquels on est extrêmement puissant, si je puis dire. Donc à la fois via la traçabilité, la gestion des DLC à distance, mais également avec notre système de réfrigération qui est breveté, qui est en flux laminaire et qui permet en fait à la fois d'évacuer, je dirais, l'air vicié, mais tout en, je dirais, optimisant la DLC de chaque ingrédient, ce qui fait que on n'a pas un air, si tu veux, qui va assécher les produits et qui fait que, d'une part, tu vois, leurs qualités organo vont en souffrir, mais en réalité, à l'inverse, il optimise, je dirais, la fraîcheur et la DLC de chaque produit. Notre capacité, c'est aussi d'avoir, en fait, si tu veux, des datas sur ce qu'on vend, et on vend à peu près 50 millions de bols de salade chaque année chez Piccadilly. Donc, on sait finalement les ingrédients qui fonctionnent, à la fois de façon macro, mais aussi, comme je le disais, finalement au niveau de chaque point de vente. Et derrière, on peut faire des préconisations effectivement au magasin, ce qui permet vraiment de satisfaire le consommateur, mais surtout de délivrer la meilleure marge possible au magasin. L'autre point que la technologie permet, c'est que finalement aujourd'hui, le bar à salade se pilote avec un terminal mobile, un Zebra, en l'occurrence pour les spécialistes du retail, ça parle, qui indique en fait étape par étape, jour après jour, aux collaborateurs des magasins, aux employés des magasins que nous avons formés, les tâches qu'ils ont à accomplir, à la fois pour ouvrir, entre guillemets, le bar chaque matin, pour le fermer, entre guillemets, chaque soir, mais également donc pour gérer cette traçabilité, pour gérer les DLC, et également pour les finalement accompagner dans la mise en œuvre du bon planogramme, et également, et ça c'est très important, pour tout ce qui va être de l'ordre des nettoyages et de l'entretien du bar avec des routines quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles, etc. etc. Donc effectivement, comme tu l'as dit, tout est fait dans notre concept, sans parler du fait qu'on a depuis 2015 également un distributeur automatique de gel hydroalcoolique sur 100% de nos bars. J'ai bien dit 2015, pas 2020, 2015, ouais. D'accord. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on passe haut la main, je dirais, tous les audits des services qualité des grandes enseignes avec qui nous travaillons, mais qu'à chaque fois qu'il y a eu, je dirais, un contrôle des fraudes en magasin, on est capable de leur sortir, en appuyant sur un bouton, la traçabilité du bar à salade, et si on le souhaite, sur 30, 60 jours, encore une fois, j'insiste, en appuyant sur un bouton. Donc en fait, on a une digitalisation de toutes les tâches, plus les éléments technologiques et notamment, je dirais, le design du bar qui lui-même a été imaginé pour limiter les risques sanitaires, qui nous permettent effectivement d'être mieux-disants que tout ce qui peut exister, encore une fois, sur des marchés nouveaux, mais aussi et notamment sur des marchés matures. Alors là, on a parlé du meuble, de la technologie. Maintenant, on va parler des produits. Qu'est-ce qui fait la différence entre ce que vous proposez, vous, Piccadilly, et ce que font d'autres GMS, peut-être de manière plus locale, plus marginale? Alors, en fait, ce qui est toujours intéressant, c'est de revenir un peu aux origines. Piccadilly, en fait, appartient en Suède à un groupe qui s'appelle Green Food, qui est un industriel agroalimentaire qui est spécialisé dans l'univers des fruits et légumes. Ça ne va pas te surprendre par rapport à mon parcours. Ça me parle. Donc, c'est le premier distributeur de fruits et légumes dans les pays scandinaves, qui a également des activités industrielles autour des
de ce qu'on appelle la quatrième gamme, donc fruits et légumes coupés, mais également produits traiteurs, produits snacking. Donc le groupe Green Food, depuis son origine, est vraiment dans l'univers des fruits et légumes. Et donc toute l'activité je dirais, de snacking et a fortiori Piccadilly s'est développée avec cet ADN végétal. Ok. Donc contrairement, je dirais, à ce qui peut exister sur le marché français ou dans d'autres marchés où les acteurs sont plutôt avec une ADN traiteur, on va dire, nous on vient avec une ADN végétale. Donc ça, c'est extrêmement important parce que ça drive, en fait, je dirais, tous nos développements, ça drive nos engagements, ça drive aussi toute l'offre produit qu'on va proposer aux consommateurs. Pour te donner deux chiffres, 90% de notre assortiment, en fait, correspond aujourd'hui à un régime végétarien et 70% Ok. à un régime Magnifique. vegan. Donc on a énormément de produits d'origine végétale dans notre assortiment, des salades, des crudités, des légumineuses, mais aussi des légumes. Notre première vente, c'est l'avocat, qui a été découpé à maturité au Pérou dans des sites qui sont en fait respectueux de la nature et des hommes. C'est ensuite découpé, congelé, transporté en bateau. Donc, tu vois, on essaye vraiment sur l'ensemble de nos produits de travailler de façon la plus vertueuse possible. On pourrait évidemment ne pas avoir d'avocat. Il se trouve que c'est une attente très forte de nos consommateurs. C'est la première référence de notre bar à salade. Donc, on essaye de le rendre le plus vertueux possible. Donc, le végétal, c'est aussi les protéines végétales. Et aujourd'hui, on a une gamme de plus en plus large. On s'est engagé à augmenter de 10%, je dirais, la taille de notre assortiment de protéines végétales chaque année. Donc, on est vraiment engagé dans cette direction-là. On a également, par exemple, banni tout ce qui est viande rouge depuis 2 ans. La viande rouge, c'est quoi? C'est le bœuf, évidemment, mais c'est aussi dans notre définition à nous, définition, on va dire, internationale de Piccadilly, tout ce qui est à base de porc. Donc, tu ne trouveras que des produits à base de volaille, évidemment du thon ou du saumon issus de pêche durable et des œufs de poule élevés en plein air en France. Voilà. Donc, on est vraiment, on essaye d'être le plus vertueux possible sur ces sujets-là, en particulier. Bon pour nos assiettes. Est-ce que c'est aussi bon pour la planète? Alors, quand on parle snacking, consommation à emporter, on pense forcément au plastique, on pense aux couverts. Comment vous faites aujourd'hui pour bannir, peut-être le plastique? Est-ce que vous remplacez par des couverts, en bois, par exemple? Comment vous faites? Oui, alors plusieurs éléments par rapport à ça. Avant de parler de packaging, si tu le veux bien, Jonathan, j'aimerais Ouais, bien vas-y. reparler un peu produit en fait. Ah, dis-moi. Parce que bon pour la planète et bon pour les hommes, c'est vrai que ça semble un peu galvaudé, mais en tout cas, nous, notre mission chez Piccadilly, c'est de démocratiser une alimentation saine et durable. Ouais, on Et va y pour revenir. Ouais. ça, d'accord, on y reviendra. Alors si on y reviendra, on y reviendra. C'est ma prochaine Alors, question. Enfin, j'ai une alors, autre ça sera question la... encore avant, mais ce Alors sera peut-être attends, après. donc on y reviendra. Donc sur le packaging, on est évidemment engagé dans cette voie-là depuis toujours. On a eu de cesse que d'améliorer en fait les bols et les couvercles que nous proposons en libre service aux consommateurs pour qu'ils puissent se faire sa salade sur mesure, d'accord? Ouais. Donc aujourd'hui, on est avec des bols craft. On a réduit au maximum l'impact du plastique. Tu sais qu'il en faut encore malheureusement un peu à l'intérieur du bol pour ne Oui. pas que les produits un peu humides fassent exploser le bol. Donc, mais on a vraiment réduit et en retirant au maximum les couches de plastique de nos bols craft, on a réduit d'une 50aine de tonnes par an notre impact. Nos couvercles sont déjà depuis 2 ans en RPET 100%. Donc, sur un univers PET, tu n'as pas plus vertueux que ça. Pour autant, on ne s'arrête pas là. On vient de lancer, là, alors, en première en France, chez Auchan, en l'occurrence, je les cite, tiens, un couvercle en papier. Et notre ambition, c'est évidemment de supprimer à terme tout ce qui est PET, même s'il est RPET 100%. Donc ça, c'est sur la partie, je dirais, packaging consommateur. On a évidemment aussi proposé depuis toujours des couverts pour que le consommateur on the go puisse consommer nos salades. Parce que
Parfois, tu peux consommer sur place, dans les magasins, mais tu peux aussi, et souvent c'est ce qui se passe, le ramener au bureau. Mais tu peux aussi avoir envie, notamment quand il fait beau, le manger dans un parc. Donc là, il faut effectivement des couverts. Donc historiquement, on avait, comme tout le monde, le kit de couverts avec donc la fourchette, le couteau en plastique, dans son blister en plastique. Donc, Ouais. voilà. Ça fait déjà plusieurs années qu'on a décidé de retirer le couteau parce qu'on s'est juste rendu compte que nos consommateurs ne l'utilisaient pas. Donc on s'est dit, bah, ça sert à rien de laisser un couteau qui ne sert à rien. Et puis ensuite, on est allé vers une fourchette euh, en, euh, euh, en bioplastique. Et puis finalement, on s'est rendu compte que c'était pas du tout vertueux, en tout cas qu'on pouvait mieux faire. Donc on est ensuite allé vers le bois. Et aujourd'hui, euh, la fourchette que l'on propose est en bois issu de forêt Responsable. responsable en Europe. Et c'est même, tu vois, emballé en France. Donc on ne peut pas faire beaucoup mieux, je dirais, évidemment, sauf à ne rien proposer. Mais à un moment donné, soyons réalistes. Donc effectivement, on a travaillé sur ces sujets-là. L'autre exemple en termes de packaging qui est important, c'est qu'historiquement, on offrait toujours des dosettes de sauces différentes pour offrir le choix aux consommateurs, des dosettes individuelles. Depuis l'année dernière, on a lancé une gamme de sauces en bouteille qui sont réfrigérées, qui sont clean label, qui sont d'ailleurs gustativement très sympas, et donc que l'on propose aux consommateurs, et ce qui permet effectivement de supprimer le packaging à usage unique de ces petites dosettes qui n'existent plus. Alors, vous avez une mission. Alors, c'est une question avec. On va reparler du produit et on va aussi parler business. Vous voulez démocratiser l'alimentation saine et durable en la rendant accessible, abordable et appétissante. Ça, c'est une vraie tendance de fond, hein, qui vient finalement un peu en confrontation. Je ne sais pas comment vous vous positionnez par rapport au fast-food, mais c'est un peu en confrontation avec les fast-food. Et je crois même que dans une interview, vous dites, vous parlez de fast-food de la future génération. Alors, on va reparler du produit, peut-être que tu vas pouvoir nous en dire un petit peu plus. Moi, j'aimerais savoir aussi quel est l'état du marché actuellement, comment vous vous positionnez, euh, voilà, et voilà, votre position par rapport à des McDo, des KFC, etc. Et même en termes de points de vente, qui sont vos clients aujourd'hui? Qui allez-vous chercher concrètement? Alors, plusieurs questions, mais Plusieurs questions, vaste question, mais excellente question, puisque là, on est finalement dans notre raison d'être. Donc, comme tu l'as dit, notre mission, c'est de démocratiser l'alimentation saine et durable. Nous, on croit en un monde où le fast-food est l'opposé de la junk food. Donc, très concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que un consommateur pressé qui n'a pas forcément 15 euros, 20 euros pour manger à midi ne doit pas être contraint de manger soit des produits industriels, soit de manger dans un restaurant de type fast-food au sens junk food. Ok. Donc ça, c'est vraiment un point important. Et tu comprends que quand on dit ça, bah, c'est vrai qu'on se positionne déjà dans un univers concurrentiel qui est plutôt en dehors du point de vente, autour du point de vente dans lequel se trouve notre bar à salade, qu'à l'intérieur du point de vente. Ok. D'ailleurs, un certain nombre d'études shopper qui ont pu être réalisées par nos clients ces dernières années ou par nous-mêmes démontré qu'il n'y avait pas une grosse cannibalisation en fait entre le rayon snacking et le bar à salade Piccadilly. Hein, on a à peu près 20%, 30% maximum de cannibalisation. Ce ne sont pas les mêmes consommateurs, d'accord. Et l'autre point qui est aussi important, des chiffres assez récents qu'on a pu mesurer à travers des études qu'on a réalisées de façon ad hoc, mais des études quantitatives néanmoins, c'est que dans certains magasins, 50% des consommateurs de Piccadilly sont exclusifs à Piccadilly. C'est-à-dire qu'en fait, s'il n'y avait pas le bar à salade Piccadilly, ils ne seraient pas dans ce supermarché à l'heure du déjeuner. D'accord. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en plus, ce consommateur Piccadilly, il va venir consommer plus d'une fois par semaine dans 2 fois sur 3, dans deux fois, pardon, ouais. 70% de nos consommateurs Piccadilly viennent au moins une fois chaque semaine dans leur supermarché pour se faire une salade Piccadilly. Et en plus de ça, leur panier moyen est supérieur à celui des consommateurs du rayon snacking. Parce que finalement, cette population qu'on a amenée dans le supermarché, grâce à notre concept, grâce à notre marque, grâce à notre bar à salade, avait l'habitude d'aller plutôt dans une boulangerie, dans un restaurant takeaway,
Et donc, ils ont l'habitude de prendre plutôt un menu. Donc, il n'y a pas forcément un menu qui est proposé, mais dans la réalité de la consommation, les consommateurs Piccadilly vont plutôt acheter une boisson, voire un dessert avec leur salade Piccadilly. Et comment vous vous faites connaître finalement? C'est qui vous fait connaître? C'est le magasin Auchan par exemple ou bien vous êtes référencé sur des moteurs de recherche? C'est une excellente question, là encore, et finalement, nous, ce qu'on propose à nos clients, finalement, c'est de devenir le restaurant du coin. C'est-à-dire que finalement, en mettant en place notre concept dans leur Ouais, magasin, ouais, ils viennent en concurrence avec l'offre de restauration rapide du qui point de est vente. autour du point de vente. D'accord? Donc ça, c'est vraiment important. Donc ça génère du trafic. Et derrière, comme je l'ai expliqué, ça génère du trafic avec une population, avec des consommateurs qui ont de la valeur parce qu'ils ne seraient jamais rentrés dans le magasin. Et non seulement ils vont rentrer dans le magasin, mais avec un pouvoir d'achat finalement ou un panier d'achat supérieur. Comment on fait pour qu'ils rentrent dans ce magasin? Eh bien Ouais. ça, c'est aussi, je dirais, tout ce qu'on a développé depuis plusieurs années, où finalement nous référençons sur Google chaque point de vente équipé d'un bar à salade Piccadilly, comme si c'était un restaurant bar à salade. Donc quand vous avez faim le matin ou à l'heure du déjeuner, que vous dites tiens, où est-ce que je vais manger à midi, que vous allez sur Google et vous tapez salade, il y a de fortes chances qu'en haut de la page, vous Ouais. ayez la proposition du magasin équipé d'un bar à salade Piccadilly le plus proche. Et évidemment, on met en place énormément de campagnes marketing digitales pour générer du trafic. Donc notre job, c'est de faire du drive to store finalement. Une fois que le bar à salade est implanté, soit via le digital, soit via des opérations de couponing dans les zones de chalandise, nous allons chercher les futurs clients du bar à salade, donc du magasin. En revenant sur le marché, est-ce qu'on connaît justement les attentes des consommateurs aujourd'hui? Alors tu disais qu'ils étaient prêts à mettre un panier moyen assez élevé. Est-ce qu'on a un volume? Est-ce qu'on a un peu un portrait type, des gens qui consomment Piccadilly? Oui, alors en fait, on les connaît un peu évidemment, même si aujourd'hui malheureusement comme on est sur une catégorie apparentée au vrac, hein. D'ailleurs, on fait partie du réseau vrac pour information. Oui, On n'a pas de stats. Ni IRI ni Nielsen ne sont capables de nous donner des stats panels. Mais en revanche, on fait quand même pas mal d'études nous-mêmes, qualitatives et quantitatives. Donc oui, on les connaît. Finalement, le consommateur Piccadilly, euh, c'est un actif. C'est un actif qui peut être lycéen ou étudiant, et on fonctionne très bien auprès de cette population-là, quand dans les magasins qui sont à proximité, notamment d'universités, mais on est également, et on a la chance d'être présent dans des sites gérés par donc des cafétérias gérées par des crous dans le sud de la France. Donc là, on est au cœur de l'université et ça cartonne. Donc il y a une vraie appétence de la part des étudiants qui sont sans doute dans les générations qui sont aussi les plus soucieuses, hein, de leur alimentation, mais aussi de leur impact. Donc ça fait vraiment du sens. Mais après, évidemment, on va adresser tous les consommateurs actifs. Il n'y a pas vraiment de limite d'âge, mais je dirais que jusqu'à oui. 50 ans, 55 ans, on va retrouver des consommateurs. Donc finalement, et puis l'autre point, excuse-moi, c'est très important aussi, Mmh, c'est de ouais. dire que finalement, il n'y a pas de différence fondamentale. On a quasiment autant de consommateurs hommes que de consommateurs femmes, de consommateurs que de consommatrices. Donc ça, c'est aussi hyper intéressant. Donc on n'est pas du tout segmentant parce qu'on offre une gamme très large de produits. On a des salades, des crudités, mais aussi des féculents, à la fois des pâtes, mais aussi des graines. On a des protéines animales, végétales, comme je te l'ai déjà expliqué, des toppings, des accompagnements. Bon, bref, vraiment de quoi se faire plaisir. En moyenne, on offre 30 produits différents dans un bar à salade Piccadilly. En moyenne, parce que nos meubles sont modulables, on peut même, en fonction de la taille, avoir jusqu'à 60 ingrédients proposés en même temps, ok, à l'extrême. Donc on offre beaucoup de choix aux consommateurs, avec en plus des renouvellements au fil de l'eau et des saisons en particulier. Et donc finalement, tout le monde y retrouve son compte. Cité, et on en voit, on a un bar à salade qui est à côté de notre bureau, de notre siège à Marseille. On peut avoir évidemment le profil type, ce sont
les travailleurs de bureau, mais on peut aussi avoir des étudiants, puisqu'il y a des écoles juste à côté, mais également des ouvriers, par exemple. Forcément, la typologie de bol sera peut-être pas la même. Les jeunes vont peut-être mettre un peu plus de féculents, et puis voilà, je n'ai pas besoin d'en dire plus, tu comprends, mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est la liberté de choix. Donc tout le monde s'y retrouve. Tu payes en fonction du poids, donc on t'impose pas un prix en fonction d'une quantité imposée. Tu choisis tes ingrédients et en fonction du poids du bol, tu vas payer un prix. Et justement, on parlait d'accessibilité du fait que ce soit abordable. L'accessibilité, c'est vraiment la capacité finalement d'être au plus près de nos consommateurs. Donc, d'où l'importance et l'intérêt d'avoir un maximum de bars à salade implantés. Donc aujourd'hui, effectivement, 80% de nos clients sont des clients GMS, comme tu le disais. Beaucoup sont finalement des magasins de proximité, parce que ce sont avec eux qu'on s'est développé en premier. Notamment, je pense aux enseignes du groupe Casino, Franprix particulièrement. Mais de plus en plus, on se développe également sur d'autres formats, supermarchés, hypermarchés, où ça fait vraiment du sens finalement, en circuit court, d'être présent avec une offre salade bar. Et le côté abordable, ben en fait, c'est que aujourd'hui, le prix moyen au kilo de nos salades, tel que constaté en supermarché, on est autour de 17 euros du kilo. Okay, la salade moyenne chez Piccadilly, ça on le sait, puisque la plupart de nos clients partagent avec nous leurs stats sortie caisse, donc c'est super intéressant, sont des salades de 400 grammes. Okay, donc ce qui est intéressant déjà, c'est que le consommateur en moyenne se fait une salade qui est supérieure en grammage à ce qu'on peut retrouver dans une offre industrielle. Okay, 400 grammes, 17 euros du kilo, tu es à moins de 7 euros la salade. Okay, donc c'est un peu plus cher effectivement que l'offre du rayon snacking. En revanche, en euros du kilo, on n'est pas plus cher, parfois on est même moins cher. Je t'invite à regarder, c'est assez intéressant. Et notamment dans ces moments d'inflation où certains patrons d'enseignes avaient poussé les consommateurs à regarder les étiquettes, ben moi j'encourage aussi les consommateurs à regarder les étiquettes. Et c'est surtout, c'est ça qui est important, c'est que quand tu regardes une offre salade en fast-food ou dans les chaînes qu'on appelle fast casual, donc les saladeries, les restaurants de poké, etc. Là, ta salade ou ton poké, puisqu'on est quand même dans le même univers, hein, sur les mêmes consommateurs, tu vas la payer 2 à 3 fois plus cher. Donc c'est en ça qu'on a un rôle à jouer, parce qu'on propose une offre très qualitative de produits frais, très large, qui joue sur les saisons, avec de l'engagement sur les filières, et pour autant, tu peux manger pour 7 euros. Alors, j'ai l'impression que ce sujet de la consommation saine, il n'est pas si nouveau que ça. Ce qui peut me paraître fou d'ailleurs qu'il y a encore 10 ans, on se préoccupait pas forcément de sa santé et de ce qu'on mettait de ce qu'on mangeait. Vous, enfin, voilà, on connaît maintenant ce que vous faites avec Piccadilly, mais il y a d'autres acteurs aussi, hein, qui existent, qui mettent, des distributeurs automatiques, par exemple, de produits sains. Je crois qu'on le voit chez Monoprix avec Feels Good, si je me trompe pas. On voit même des distributeurs automatiques dans des entreprises, hein, qui vient remplacer la barre de Lyon, la barre de Mars, par des produits plus sains. Si on en revient un peu à cette étude que vous avez conduite justement avec Piccadilly, quels sont les principaux enseignements et résultats que vous en tirez sur cette tendance de mieux consommer, de consommer plus sain? Alors en fait, on a mené 2 grosses études, une l'année dernière et une cette année. À chaque fois, on est allé interroger à environ 1000 consommateurs dans les différents marchés où on opère, c'est-à-dire dans les différents marchés européens, mais également aux États-Unis. Ouais. Ce qui nous permet, alors je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui, mais de pouvoir aussi mesurer les commonalities, comme on dit, les points communs, mais également les points de différenciation. Bon, globalement, je dirais le principal enseignement de l'étude qu'on a menée l'année dernière, qui était plutôt autour finalement de la consommation de fruits et légumes, elle est assez, je dirais, classique, on l'a déjà lu, nous on l'a mesuré de façon assez robuste et dans plusieurs pays, mais c'est vrai qu'aujourd'hui les consommateurs en gros connaissent les recommandations du PNNS ou de l'OMS en termes de consommation de fruits et légumes, hein, les fameux 5 portions de fruits et légumes par jour, mais la réalité c'est que ils n'y arrivent pas.
Et de ce point de vue-là, je dirais que ce qu'on a notamment identifié, c'est qu'il y a un certain nombre de freins donc, à cette consommation. Et les principaux sont la disponibilité, justement. On n'a pas toujours accès Ouais. à des offres. La praticité, le prix, évidemment. Et puis, ce qui est peut-être un peu plus surprenant, l'appétence et l'inspiration. Finalement, notamment quand tu vas être plutôt en mode consommation à la maison, savoir cuisiner des légumes de telle sorte qu'ils soient bons, que ça fasse plaisir aux enfants, c'est pas donné à tout le monde. Donc il y a vraiment, si tu veux, ces freins-là sur lesquels on estime qu'on a une capacité justement à agir parce que, comme tu l'as compris, on a 3 piliers dans notre développement, 3 lignes directrices stratégiques, l'accessibilité, le côté abordable, mais aussi le côté appétissant. C'est vraiment ce qu'on cherche à faire. Donc, derrière cette étude, il y avait aussi, je dirais, toute la dimension nutritionnelle. Clairement, les consommateurs sont à la recherche d'un équilibre nutritionnel. L'alimentation doit permettre de se faire plaisir, mais elle doit aussi être bonne pour la santé. Et de ce point de vue-là, alors c'est pas très nouveau, a fortiori, c'est pas du tout même nouveau en France. C'est un peu nouveau quand même dans l'univers, on va dire, de la restauration de façon générale. Mais nous, on en a tiré comme conclusion, c'est qu'il fallait qu'on soit très transparent et qu'on communique sur, en fait, le Nutri-Score de chacun des produits que l'on propose dans notre bar à salade. Donc ça, on va le faire à partir du mois prochain. Donc dans notre bar à salade, on aura effectivement le Nutri-Score associé à chaque produit. Mais vraiment, j'insiste, chaque produit individuel que tu trouves dans le bar. OK ? L'autre point concernant le Nutri-Score très rapidement, c'est qu'en fait, on veut aussi s'assurer que la gamme que l'on propose de façon générale dans notre portefeuille de produits, mais également finalement à un consommateur à un instant T dans le bar à salade de son quartier, a le profil nutritionnel le meilleur. Évidemment, on sait que ce qui est important, c'est l'équilibre, c'est la variété. Mais pour autant, on s'est fixé des objectifs je dirais, Nutri-Score moyen sur notre offre bar à salade dans chaque point de vente. Donc, en 2023, déjà, c'est être Nutri-Score B de façon générale sur l'ensemble de notre portefeuille produit. Mais d'ici 2030, on veut que chacun des bars à salade propose une gamme dont le Nutri-Score moyen serait A. Ça, c'est pour le côté santé. Mais l'autre étude auquel j'ai très rapidement fait référence, qui vient de sortir, donc j'ai un peu de mal encore à te donner des feedbacks très très précis, finalement, vient nous expliquer à quel point les consommateurs sont aussi très conscients et en attente que les marques agissent pour la planète. Okay, c'est pas non plus nouveau, mais nous on l'a mesuré et je partagerai plus tard, dans quelques semaines, je dirais l'essentiel des informations, mais on n'a pas forcément attendu d'avoir ces éléments pour avancer, nous, sur une initiative importante qui vise à communiquer, à l'instar du Nutri-Score, un score sur notre impact CO2. Alors, on n'a pas voulu reprendre des initiatives qui sont franco-françaises pour le moment, sachant qu'on veut, nous, le faire à dimension internationale. C'est aussi ça qui est important, c'est que le Nutri-Score est alors on l'a appelé Climate Footprint, désolé pour l'anglais. On veut les communiquer pour chaque ingrédient dans chaque bar, dans chaque pays en Europe et aux États-Unis. Donc ça, c'est quand même une initiative forte. Donc il nous fallait quand même des référents, évidemment, qui fonctionnent partout. Alors, petite histoire quand même, aujourd'hui en Suède, le Nutri-Score n'existe pas et n'est pas autorisé, mais on a une position leader qui nous permet, je dirais, de prendre l'initiative finalement d'imposer le Nutri-Score sur le marché suédois. Donc ça, c'est quand même assez sympa. Et sinon, si je reviens sur le Climate Footprint,
Notre objectif, c'est de pouvoir mesurer l'impact CO2 de la fourche à la fourchette de chacun des ingrédients. Ce qui est intéressant, et je crois que tu m'as posé la question tout à l'heure quand tu parlais de notre univers de concurrence et notamment des chaînes de fast-food. Quand on regarde aujourd'hui, en moyenne, selon les statistiques officielles, un repas pèse 1,4 kg de CO2. Et si on se mesurait ce que ça peut vouloir dire, bon, c'est compliqué, 1,4 kg de CO2. Aujourd'hui, Piccadilly, un bol Piccadilly, c'est entre 0,8 et 0,9 kg de CO2. Donc c'est significativement inférieur à un repas moyen. À l'inverse, aller dans un fast-food et commander un menu burger, c'est avoir un repas qui va coûter, si je puis dire, 2,6 kg de CO2 en moyenne. 3 fois plus. Ouais. 3 fois plus. Okay, sachant que aujourd'hui on est à 0,8, mais notre objectif, notre ambition, au plus tard d'ici 2030, c'est que nous soyons à 0,5 kg de CO2, c'est-à-dire être en ligne avec ce qui a été noté dans les accords de Paris. Et les chiffres que tu énonces là, ils viennent d'une agence externe spécialisée? Comment ça se passe? Que cette notion de calcul, elle est encore compliquée, j'ai l'impression. Oui, elle est assez compliquée. On a travaillé, nous, avec des consultants spécialisés. On a screené, je dirais, toutes les solutions qui existaient. Donc, il en existe en France, il en existe dans d'autres pays, Oui. pour différentes raisons et pour avoir, je dirais, justement, une solution qui permette de prendre la parole dans les différents marchés européens dans lesquels nous sommes présents, mais également aux États-Unis. On a décidé de plutôt faire notre propre référentiel, mais qui est basé sur des données scientifiques qui sont publiques, qui sont robustes. Et donc, en fait, on a, alors, je pourrais te le faire, là, je ne crois pas qu'on ait le temps, mais on a la capacité, effectivement, d'expliquer les méthodologies et les data utilisées pour construire cet outil. C'est encore différent de l'éco-score. Alors, je suis pas du tout spécialiste de l'éco-score, mais il me semble que ça prend en compte les émissions de gaz à effet de serre, il me semble aussi. Donc, on a effectivement décidé de ne pas choisir un système existant, sachant que tu as peut-être entendu dire que aujourd'hui, la France est pays leader en Europe pour développer un futur référentiel en la matière. Aujourd'hui, il y a pas mal d'industriels qui considèrent que ce qui existe n'est pas forcément la situation idéale. Donc, notamment l'ADEME est chargée de screener tout ça et d'avancer pour être force de proposition. Je sais que tu as déjà interviewé dans le passé quelqu'un qui s'appelle Sébastien Loctin, qui a été à l'initiative du mouvement En Vérité, dont je peux le dire peut-être un peu en avance, mais dans lequel Piccadilly va s'inscrire naturellement, d'accord. Mais Sébastien, en fait, fait partie des gens qui considèrent que on a raison de prendre ce genre d'initiative. Peut-être qu'on sera obligé d'évoluer ensuite avec la réglementation, mais on préfère avancer. On a des datas et on a une méthodologie très robuste derrière ce qu'on propose, mais au moins on le fait et au moins on commence à prendre la parole et à donner des informations aux consommateurs. Une dernière question sur les projets de Piccadilly. Alors, tu en as déjà évoqué pas mal hein, tout au long de cet épisode. C'est quoi? C'est 1000 points de vente, c'est ça dans les 2-3 prochaines années? Est-ce que vous allez vous ouvrir à d'autres services comme du click and collect? Est-ce que vous allez vous ouvrir encore à d'autres initiatives, d'autres innovations? Plusieurs points. Déjà, ce qui est intéressant, alors on a vraiment manqué de chance, mais nous avions décidé d'ouvrir un restaurant flagship juste avant la crise à La Défense. Ah oui, bien placé. Très très bien placé. Donc on n'a pas réussi à le tenir très longtemps malheureusement, compte tenu d'un contexte, on va dire, économique post-pandémie qui ne permettait pas de trouver un équilibre. En revanche, ça a été une année d'activité hyper intéressante où on a pu en fait être en contact direct avec nos consommateurs. On avait des consommateurs hyper loyaux. Certains venaient tous les jours
Donc on a vraiment pu, je dirais, mieux appréhender en fait finalement les forces et ce qu'on pouvait améliorer dans notre concept grâce à ça. Je dirais que malgré tout, et parce qu'on en a aussi en Suède des restaurants en franchise d'ailleurs, cette expérience ne nous empêche pas d'envisager dans le futur ce type de développement, mais je dirais qu'à court terme néanmoins, notre priorité c'est quand même de développer notre concept tel qu'il existe en shop-in-shop comme on dit, sachant que aujourd'hui on est dans 350 points de vente GMS en France. Il y a au moins 25 000 points de vente entre la proxy, les super, les hyper, donc il y a un peu de travail. Je pense qu'on peut s'amuser, si je puis dire. Et puis, on est également, comme tu l'as noté, dans des hôpitaux, dans des gares, dans des aéroports, dans des stations-service d'autoroute. Je l'ai également noté, mais nous sommes également dans des cafétérias universitaires. On est également dans une entreprise. C'est un chef d'entreprise, l'année dernière, nous a contactés en disant « Je veux offrir une solution de restauration saine à mes collaborateurs. Je suis trop petit pour avoir une société de service. Donc, je veux mettre votre bar à salade chez moi. Ça fonctionne très bien. Ils sont hyper contents. Je ne te cache pas que c'est un segment que nous regardons très attentivement et dans lesquels on imagine des développements dans l'avenir. » Ouais, on parlait des entreprises, notamment avec des distributeurs. On voit beaucoup de choses comme ça qui émergent effectivement. Oui, en fait, ce qui est intéressant aussi, et peut-être pour terminer, c'est que notre bar à salade nécessite finalement, comme tout est digitalisé, que très peu de temps homme. Il faut à peu près une quinzaine d'heures chaque semaine pour le faire fonctionner. Que sur 3 mètres carrés, on peut vendre 200 salades à l'heure du déjeuner. On a en fait un concept en îlot qui permet d'absorber, je dirais, ce trafic sur très peu de mètres carrés. Donc on a aussi une légitimité forte à nous se développer dans des sites de restauration collective, notamment d'entreprises. Mais il faut qu'on ait, je dirais, un partenaire pour pouvoir, je dirais, gérer ensuite la commercialisation et puis une offre produit un peu plus large, ne serait-ce que des boissons et des desserts. Voilà. Mais en tout cas, sur le pilier du déjeuner, on a une offre qui est difficilement contestable. Merci beaucoup David pour cet échange. Merci Jonathan. Et bravo pour ce que vous faites et bravo pour cette belle mission aussi. Et il faut que tu me dises du coup le point de vente à Nantes. Il faut que j'aille déguster les salades de Piccadilly. Je t'envoie ça, mais je te dis on en a plusieurs. Il y a un hôpital, il y a un Auchan notamment. Pour l'hôpital, je vais attendre, mais Auchan, je vais bien les voir. Avec plaisir. Merci beaucoup David. Merci Jonathan. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast jusqu'ici. Pour retrouver des informations sur notre invité et accéder à différentes ressources, cliquez sur la description pour en savoir plus. Ce podcast est produit par le média indépendant Je bosse en grande distribution. Chaque semaine, nous proposons un regard différent sur la vie des magasins, des enquêtes, des décryptages, des témoignages. Retrouvez-nous sur notre site et rejoignez la première communauté des professionnels de la grande distribution. Sur Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok, vous êtes plus de 450 000 à nous suivre. Vraiment, un grand merci pour votre fidélité. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, nous proposons toute une série de ressources et d'accompagnements à destination des commerces. Pour en savoir plus, cliquez dans le menu Agence ou ressources sur l'accueil de notre site. À bientôt!